Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Et on est toujours Fanny et Anna. Et avant de passer à notre sujet du jour, je vous annonce le film que nous passerons lors de notre prochain All That Jazz Cinéma Club. Ce cinéma club aura lieu le dimanche 9 avril à 17h, toujours au cinéma L'Archipel à Paris, et nous aurons le plaisir de voir ou revoir le film Hair de Milos Forman de 1979, adapté de la célèbre comédie musicale qui a révolutionné Broadway à la fin des années 60. Donc venez le 9 avril, et n'hésitez pas, avant ou après la projection, à écouter l'épisode qu'on a consacré il y a quelques années déjà à Hair, à la fois la comédie musicale et le film qui en est adapté. Et donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous parler d'une nouvelle série musicale intitulée Up Here, Tête à tête en français, une série musicale créée pour Hulu et sortie le 24 mars 2023 sur Disney+, 8 épisodes d'une trentaine de minutes chacun. Et en fait, cette série est adaptée d'une comédie musicale qui s'est jouée très brièvement en août 2015 à Los Angeles, donc comédie musicale du même nom, Up Here, qui a été écrite par Robert Lopez et Kristen Anderson Lopez. Alors, le pitch est pas évident à faire, je m'en suis aperçue, puisque en fait, il y a un concept, on va vous en parler de manière peut-être un peu plus développée plus tard, mais en gros, l'héroïne Lindsay a dans sa tête, donc Up Here, c'est le sens du titre, les voix de ses parents et de son ancienne meilleure amie qui lui parlent, qui commandent sa vie, qui essaient de l'empêcher parfois de s'exprimer, etc. C'est comme des voix intérieures qui vont lui mettre la pression. Et au début de la série, donc Lindsay va quitter sa vie tout installée avec son mec dans une petite ville pour aller habiter à New York, réaliser son rêve de devenir écrivaine. Là-bas, elle rencontre Miguel, un jeune banquier un peu perdu dans sa vie lui aussi, et on va découvrir que lui aussi a des visions de personnes de son passé qui lui parlent et qui également lui mettent la pression, et on va avoir l'idée dans toute la série qu'il faut faire taire les voix qu'on a dans sa tête pour pouvoir vivre la vie qu'on veut. Alors, quelques mots des créateurs de la série. Alors, on peut dire qu'au niveau créateur, il y a quand même une équipe au sommet, hein, ça envoie du lourd, parce que la série a été créée par Steven Levenson, donc qui est l'auteur de Dear Evan Hansen, Kristen Anderson Lopez, Robert Lopez et Daniel Sanchez-Witzel. Et donc, Kristen Anderson Lopez et Robert Lopez sont aussi à l'écriture des chansons. Oui, on les connaît bien parce qu'il s'agit d'un couple de compositeurs paroliers très très prolifiques et très très talentueux qui sont, entre autres, les auteurs de Frozen. Et Robert Lopez, sans son épouse Kristen Anderson Lopez, a notamment écrit les chansons de Avenue Q et de Book of Mormon. Donc, comme tu dis, il y a du lourd. Et en plus, les 2 premiers épisodes de la série sont réalisés par Thomas Cale, qui est le metteur en scène de Hamilton et le réalisateur de 5 épisodes de Fosse Verdon. Quelques mots du casting. Alors, on va le voir que c'est un casting pas forcément entièrement composé de spécialistes de comédie musicale. Par exemple, l'actrice principale, Mae Whitman, donc qui joue le rôle de Lindsay. C'est une actrice assez prolifique, hein, qui joue dans des séries, des films, qui fait aussi beaucoup de voix pour des séries d'animation, et que moi je connaissais personnellement pour son rôle du personnage d'Annie dans la série Good Girls, donc qui n'est absolument pas une série musicale. Je crois qu'elle est aussi chanteuse, il me semble, mais effectivement, elle n'a pas d'expérience en comédie musicale à proprement parler. À l'inverse de Carlos Valdés, qui joue donc le rôle de Miguel, son love interest, qui lui, alors certes est connu pour son rôle dans différentes séries de l'univers Arrowverse, je sais pas si nos auditeurs auditrices connaissent ça, ce sont les séries de super-héros de la chaîne CW, mais il a aussi joué sur scène dans des comédies musicales, notamment dans Once à Broadway. Et pour l'anecdote, il était à l'université avec Darren Criss et avec toute sa troupe Star Kid, et il a participé à quelques-uns de leurs projets. Outre ces 2 rôles qui sont vraiment les rôles principaux de la série, on a notamment Katie Finneran qui joue Joan, la mère de Lindsay. C'est une actrice de Broadway qui a notamment eu un Tony en 2010 pour Promises, Promises. Dans le rôle du père de Lindsay, prénommé Tom, on a John Hodgman, qui est un acteur et humoriste américain, qui a notamment un segment récurrent dans The Daily Show, et qui est connu pour avoir incarné le PC dans la fameuse campagne publicitaire d'Apple des années 2006 à 2010, la campagne Get a Mac. Lui, il faisait le PC. Également Andrea Burns dans le rôle de Rosie, qui est la mère de Carlos, et qui est connue notamment pour le rôle de Daniela, la coiffeuse, dans In the Heights à Broadway. Sophia Hammond joue le rôle de Céleste, donc l'amie d'enfance de Lindsay, et donc une de ses voix, et c'est une jeune actrice qui s'est notamment illustrée dans plusieurs films produits par Disney Channel.
Scott Porter joue le mec avec qui l'ex de Carlos l'a trompé, et qui est aussi une des voix qui est dans sa tête. J'espère que vous suivez le concept, c'est un peu difficile je trouve à expliquer. Et Scott Porter, il est connu notamment pour son rôle dans la série Friday Night Lights. On a également apparition de Brian Stokes Mitchell dans 2 épisodes. Il joue un auteur de livres pour enfants que Lindsay va rencontrer. Brian Stokes Mitchell, c'est un grand nom de Broadway qui est connu pour ses rôles dans Ragtime en 98 et notamment dans les revivals de Kiss Me Kate en 2000 pour lequel il a eu un Tony Award et Man of La Mancha en 2002. Moi, j'avoue que je l'avais surtout reconnu comme l'un des papas de Rachel dans Glee. Oui, c'est vrai aussi. Et on a également une autre star de Broadway dans un tout petit rôle, c'est Norm Lewis, qui joue le rôle d'un sorcier d'Heroic Fantasy qui va être imaginé par le personnage masculin. Et Norm Lewis, il est connu notamment pour avoir joué Sweeney Todd, Javert dans Les Misérables, ou encore le Phantom of the Opera. Alors un mot de notre attente, notre impatience. Imaginez-nous donc juste avant la sortie de la série. Moi personnellement j'avais hyper hâte. Anna m'avait envoyé la bande-annonce, ça donnait trop envie. Ça avait vraiment tout pour me plaire, le pitch, le mélange de comédie musicale et comédie romantique, le fait que ça se passe à New York, le fait que ça rassemble pas mal d'acteurs et d'actrices que j'aimais bien, que j'avais totalement confiance en ses créateurs. Donc j'étais très partante pour regarder cette nouvelle série. Oui, moi aussi j'étais impatiente, surtout par rapport aux numéros musicaux, Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, c'est pas des nuls a priori, donc j'attendais beaucoup au niveau des chansons. Et venons-en donc dès à présent à notre avis, nos avis, où j'ai intitulé cette partie « Pourquoi tout le monde n'est pas Crazy Ex-Girlfriend ?» Alors, j'avoue que dès le premier épisode, j'ai été très déçue et en fait, je me suis immédiatement ennuyée. Je pense qu'il y a un vrai problème d'écriture dès le départ, on comprend vraiment rien, enfin moi j'ai pas compris, qui sont ces voix, qui est ce mec qu'elle quitte du jour au lendemain au début, après on comprend qu'ils allaient se marier mais je trouvais que c'était pas hyper clair au début, pourquoi elle part à New York brusquement, et d'ailleurs d'où est-ce qu'elle part, où est-ce qu'elle habite, enfin trop d'éléments trop d'éléments en suspens. J'avais même pas compris au début que ça se passait en 1999, parce qu'après on nous parle du bug de l'an 2000, mais alors j'avais pas du tout compris que c'était il y a 20 ans que se déroulait cette intrigue. Oui, on le découvre un peu tard et on se demande aussi pourquoi ça se passe à cette période, puisque ça n'apporte pas grand-chose, je trouve. En réalité, même la bande-annonce qu'on avait vue quelques temps auparavant m'avait semblé plus claire sur le concept. Du coup, j'avoue qu'après ce premier épisode, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans la série. Ouais. Bah, je suis déçue aussi, c'est, je trouve, assez prévisible, et il y a de gros problèmes d'écriture, comme t'as commencé à le pointer. Bah oui, il y a beaucoup de choses qui étaient vraiment difficiles à suivre. Par exemple, j'ai absolument rien compris du moment où il va voir... Alors, à un moment donné, il va voir une fille qu'il a croisée dans un bar. Bah, voilà, il a un date avec elle et il se finit au lit avec elle. Et après, il y a son collègue qui arrive. On comprend que le collègue, c'est le mec de la fille en question. Ils veulent faire un plan à 3. Mais j'ai pas compris si c'était prémédité au début. Enfin, il y a plein de trucs qui sont pas explicités dans cette série finalement et qui sont laissés en suspens comme ça. Comme si c'était pas grave de pas avoir précisé ce qu'ils avaient amorcé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si. Et je trouve que ça passe trop vite sur plein de choses, notamment y a un flash forward au début de l'épisode 5, une ellipse temporelle quoi. Et je trouve que ça n'a aucun sens parce que donc les deux personnages se sont séparés. Et tout d'un coup, ils se retrouvent à la faveur d'un événement où ils se retrouvent tous les deux. Et tout d'un coup, elle est en couple avec un tocard. Et elle a complètement changé. On sait pas pourquoi, dans ce temps-là, elle est devenue comme ça. Pourquoi elle s'est mise avec ce mec. Enfin, il y a quelque chose qui fonctionne pas vraiment. Mais du coup, pour toi, ce flash-forward, il a vraiment existé? Enfin, c'est vraiment quelque chose qui s'est déroulé, parce que moi, j'en suis venue à me dire, ah ben c'était je sais pas comment dire, un truc imaginaire, genre une réalité alternative, et après, enfin, je sais pas, tu vois, Ouais. j'ai pas compris le statut de cet épisode-là. Donc pour toi, c'est dans la continuité de la narration. On a juste oui, une pour ellipse, moi, oui, après, même si pour moi, c'est très mal écrit, okay. Ouais. Donc tu vois à quel point j'ai rien compris. Mais je pense que c'est pas ta faute, enfin, il y a vraiment un problème d'écriture. Je sais pas exactement d'où ça vient, mais... Et je trouve aussi que ça se voit dans les personnages, et notamment à quel point, en dehors du couple principal, les personnages secondaires n'existent pas. Je trouve que, par exemple, la colocataire de Lindsay, qui pourrait être un personnage un peu marrant, un peu dynamique, elle apparaît un moment, on la voit quasiment plus, elle réapparaît vaguement à la fin, jamais il y a une relation qui se crée entre elles. Vraiment, je trouve qu'il y a un gros problème.
Alors bien sûr, on part du lieu commun de la jeune artiste, en l'occurrence écrivaine, qui va débarquer à New York au début, mais pourquoi pas après tout, hein, c'est le point de départ de plein de trucs qu'on adore, c'est pas la question. Mais puisque on est dans une comédie romantique, je trouve que vraiment cet aspect romantique ne fonctionne pas non plus, les conflits sont pas très intéressants, donc ils sont amoureux, ils sont pas sûrs de vouloir s'engager, on a déjà vu ça. Les obstacles à leur relation sont très artificiels, je trouve, elle lui cache des choses, mais on sait pas pourquoi. Ils se parlent jamais honnêtement et donc ils font des suppositions foireuses l'un sur l'autre, et je trouve que c'est énervant plus que mignon. Oui, par exemple, l'épisode que j'ai cité tout à l'heure, le moment où il va voir une fille rencontrée randomly dans un bar, Carlos fait ça juste parce qu'il a vu quelque chose noté sur l'agenda de Lindsay, donc il en déduit qu'elle voit un autre mec parce que c'est pas clair à ce moment-là s'ils sont en couple libre ou pas. Au lieu de juste discuter, il va voir cette fille alors qu'il en avait visiblement aucune envie. Il y a plein de moments où on a l'impression que les personnages vont se forcer à faire les mauvais choix ou se forcer à s'éloigner l'un de l'autre juste pour faire durer le suspense, quoi. Ouais, ça paraît très artificiel, je suis d'accord. C'est là qu'on voit à quel point c'est dur de faire une bonne comédie romantique. Parce qu'il faut à la fois qu'on s'attache aux personnages et qu'on se dise qu'ils sont faits absolument pour être ensemble, et en même temps, il faut que la raison pour laquelle ils mettent autant de temps à se mettre ensemble soit crédible. Donc là, je trouve qu'on a un peu aucun des deux, quoi. Ah oui, là, moi, je suis convaincue qu'il faut pas qu'ils se mettent ensemble. Hein. Vraiment, à l'épisode 7, moi, j'étais vraiment en mode pitié. Ne finissez pas ensemble, ça va être toxique. C'est pour votre bien que je dis ça. Hein. Ça peut pas fonctionner, cette histoire. Alors, il y a un point sur lequel je voulais revenir. Je me doutais bien que ça t'aurait marqué aussi. Mais il y a un moment donné, alors c'est un spoiler, désolé, mais c'est spoiler d'un truc affreux. À un moment donné, pour je ne sais quelle raison, Lindsay brûle une famille de rats dans sa gazinière. C'est juste horrible et cruel. J'en ai fait un cauchemar particulièrement graphique que je vous épargne. Ça n'apporte rien. Et c'est juste traumatisant, et surtout pour nous spectateurs, parce que eux, les personnages, ils semblent très rapidement passer à autre chose. Mais alors là, j'ai pas compris. Pourquoi ? Ah non, mais merci Fanny, parce que je me demandais si c'était moi avec mes préoccupations particulièrement marquées sur les questions de conditions animales, mais franchement oui, je trouve ça horrible de nous faire rire, d'essayer de nous faire rire avec la mort d'animaux dans d'atroces souffrances. C'est complètement gratuit, sérieux, va vraiment falloir se poser des questions sur comment on peut trouver ça drôle. Hein, mais bon. Ouais, je suis sans voix. Dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a aussi complètement ahuri ? Simplement, je voulais noter que, a priori, je me demandais si c'était une mini-série qui allait se boucler avec la fin du dernier épisode, comme si c'était la comédie romantique était terminée. Et en fait, a priori, la toute dernière scène annonce une éventuelle suite. On vous révèle rien, mais voilà, il est possible qu'il y ait une saison 2. Là encore, hein, c'est tellement peu original. J'ai l'impression que c'est la raison numéro 1 qui pousse les personnages à rester ensemble depuis la nuit des temps. Mais bon, on ne vous dit rien. C'est ça. Et de manière générale, je voulais revenir sur donc ce fameux concept un peu difficile à expliquer des voix dans la tête. Je trouve qu'il est pas assez poussé et finalement un peu gadget. On a l'impression, notamment, en fait, dès le premier épisode, que Lindsay va être capable de les ignorer, puisque, en fait, elle quitte sa vie avec son mec, malgré les protestations de ses voix intérieures, donc du coup, c'est bizarre, en fait, elle a déjà réglé le problème. Enfin, dès le début, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas vraiment. Oui, il y a un problème aussi, je trouve, de la lisibilité, si je puis dire, de la place de ces voix dans la diégèse, en fait, parce que les parents de Lindsay sont aussi des vrais personnages dans le récit, qui ont d'ailleurs à peu près la même apparence qu'il y a 20 ans, hein, mais bon, ils sont juste pas habillés pareil. Alors que à l'opposé, évidemment, Carlos ne fréquente plus ni la fille sur laquelle il avait un crush au lycée, ni le mec random avec lequel sa petite amie l'a trompé là encore il y a 15 ans. Mais tous sont au même niveau de, je sais pas comment exprimer, mais de réalité à l'image, alors que s'il y avait, je sais pas, eu un effet de couleur ou de transparence ou de costume ou je sais pas quoi, ça aurait permis de clarifier la place de ces sortes de spectres, en fait. Bon, j'avoue que mes idées de mise en scène sont pas particulièrement originales, hein, mais c'est juste que là, ça fait vraiment bizarre, ou peut-être juste un placement dans l'espace, enfin, je comprends pas, quoi. Donc ça faisait bizarre, et en même temps, ça faisait pas incongru, bizarre, donc drôle, tu vois. Donc ouais, ça fonctionnait pas, je trouvais. Ouais, je suis d'accord, et du coup je me demande comment sur scène ça pouvait être mis en place. J'imagine que sur scène il y avait sans doute une façon un peu plus claire de distinguer. Moi je suis d'accord que quand on voit les gens qui sont les voix, quand on les voit dans le réel, c'est dommage qu'il n'y ait pas de distinction avec le vrai réel. Enfin, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est un peu confus, quoi.
Ou alors qu'on joue sur le fait qu'ils sont pas censés être là, mais du coup ils bougent quand même l'espace. Enfin, tu vois, quelque chose qui jouerait vraiment sur ce côté incongru là. Mais là, c'est même pas le cas, donc trop bizarre. Mais c'est vrai qu'on imagine bien comment sur scène, peut-être là encore de façon pas très originale, mais on peut imaginer avec une distribution particulière de l'espace, de leur donner une place bien séparée de l'action en fait. Oui, ou des effets de lumière, des costumes, je sais pas, mais quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Et par ailleurs, je trouve que c'est d'autant plus confusant, je sais que ce mot n'existe pas, que le concept n'a pas vraiment de rapport avec l'aspect musical de la série. Il pourrait complètement exister sans l'aspect musical, et du coup je trouve que ça rajoute une couche, enfin il y a trop de couches, et du coup ça m'a un peu perdu. Voilà, ce qui nous permet de transitionner avec la partie quand même consacrée à la musique et aux différents numéros. Oui, je pense qu'il y a pas mal de nos réflexions, enfin de ce sur quoi on a réagi toutes les deux, qui portent sur la question de la place, de la parodie, de la relation même au genre de la comédie musicale. Puisque on a eu l'impression, Anna et moi, je ne veux pas parler à ta place, mais à te lire, je pense que c'est ça aussi, on a eu l'impression que ça se voulait parodique à plusieurs reprises, mais que c'était pas vraiment assez poussé dans la parodie, et du coup, il y a plein de choses qui avaient l'air d'être assez premier degré, et qui du coup frisaient sérieusement avec le ridicule. On a pas mal d'exemples. Moi, par exemple, ce qui m'a assez frappé, c'est dès le premier épisode, il me semble, la chanson What If, qui est une genre de I Want Song de Lindsay, à un moment donné, où arrivée à New York, elle est totalement démoralisée, elle veut reprendre le contrôle de sa vie et vraiment accomplir ce pourquoi elle est venue à New York. On a ce côté, un peu inspirationnel, mais c'est tellement, je sais pas, la musique fait vraiment niaiseuse, la façon dont un espèce de makeover est filmé, parce qu'elle était en pyjama tout amorphe, et puis elle va se faire belle pour sortir, je sais pas, ça fait vraiment tellement cliché que je trouvais que c'était juste un peu ridicule, quoi. Ou dans la même lignée, la chanson Tiger Shark, qui est en fait une caricature de pep talk promouvant la masculinité toxique, que le fameux mec avec lequel l'ancienne copine de Carlos l'avait trompé, là c'est une de ses voix, donc il arrive pour lui donner tous ses conseils de masculinité toxique, un peu en mode manap, quoi, genre sois un homme et tout. Mais là encore, je trouvais que c'était pas tout à fait assez poussé pour que ce soit totalement assumé le côté parodique, donc là encore, c'était presque un peu ridicule. Alors pour le coup, celle-ci m'a fait plutôt rire, parce que justement, je trouve qu'on sent le côté exagéré avec le mec qui hurle dans l'oreille de Carlos, cette espèce d'exhortation complètement caricaturale. Le côté, les images du tigre et du requin, deux comparaisons animales pour le prix d'une. J'ai senti vraiment l'exagération. Après, je vois ce que tu veux dire, en limite, ça pourrait être encore plus poussé, quoi, pour vraiment on soit sûr que c'est du second degré. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, on voit quand même que c'est du second degré, mais du coup, pourquoi pas go all the way, quoi, tu vois, vraiment y aller... Même au niveau de la mise en scène, tu vois, qu'on pourrait imaginer, justement, des images de requins, et tu vois, je sais pas, mais, ouais. Et gros moment de ridicule, j'ai trouvé sur la chanson I Am Not Alone à l'épisode 4, où il brise les murs de ce qui est d'abord son cubicle, puis des toilettes, ou alors là encore j'ai pas bien compris, et après il se retrouve dans une sorte d'espace théâtral abstrait, là encore bizarre. Je sais pas, mais... Oui, mais là encore, c'est un peu brouillon. Et moi, je voulais faire remarquer, mais je crois que tu as remarqué la même chose, que la chanson mélancolique à l'épisode 7, quand Lindsay va rentrer chez elle, fait énormément penser à The Moment Is Me, qui est un moment absolument génial de Crazy Ex-Girlfriend, qui est une parodie de chansons aspirationnelles. Mais là, comme c'est traité en mode sérieux dans Up Here, c'est vraiment, on voit tout de suite le problème, quoi, je trouve. Bah oui, parce que Crazy Ex-Girlfriend est là aussi pour nous montrer combien ces tropes sont ridicules. Et j'allais justement écrire la même chose quand j'ai vu que tu l'avais noté sur le fichier. Mais littéralement, je suis assez persuadée qu'on a le même thème musical. What does the future hold? Enfin, on a quasiment cette mélodie-là sur cette chanson, quoi. Enfin, donc c'est foufou, quoi. Et dans le même genre, désolé de toujours ramener à Crazy Ex-Girlfriend, mais c'est quand même une espèce, de comparaison pour montrer ce qui est raté dans Up Here. Dans Up Here, la chanson Please Like Me, qui est également l'épisode 7, fait aussi beaucoup penser à Crazy Ex-Girlfriend. On a donc ce personnage féminin qui est insecure, qui est un petit peu déluré, et qui va exprimer, on va dire, ses problèmes psychologiques dans un numéro qui est
dans sa tête sur une sorte de scène de cabaret avec un pianiste. Je trouve que ça fait penser à Tell Me I'm Okay Patrick, autre moment absolument génial de Crazy Ex-Girlfriend. Mais c'est ça en raté, quoi. C'est la version ratée. La chanson n'est pas catchy, la mise en scène n'est pas intéressante, les paroles sont pas spécialement marrantes, il y a vraiment un truc qui échoue, je trouve. Et dans la même idée de comparaison avec Crazy Ex, dans Up Here, on semble aussi avoir le même principe d'explorer différents genres musicaux, même si c'est pas aussi systématique que dans Crazy Ex. En tout cas, les fois où c'est poussé dans Up Here, on peut dire que c'est peut-être les fois où ça marche le mieux, les numéros où ça marche le mieux. Par exemple, moi j'ai bien aimé à l'épisode 2 un mini numéro You Don't Belong, qui est un numéro chanté et dansé donc par une des voix de Carlos, donc la voix de son crush du lycée, qui est alors entourée de backup danseuses, quoi. Et vraiment, c'est presque juste une ponctuation où, un peu en mode R&B, elles font une petite choré et un petit jingle pour dire « Bah non, tu n'es pas à ta place, you don't belong ». Et ça, comme c'est vraiment très succinct et que c'est directement relié à la narration, en mode commentaire, dans un espace d'ailleurs, à ce moment-là, elles sont bien séparées de Carlos, juste parce que, bon bref, c'est la nuit, elles sont dans un coin du bureau. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ah bah oui, le concept pourrait fonctionner comme ça. Aussi, à l'épisode 3, j'avais bien aimé une chanson qui chante dans le métro, au style plutôt sympa. Oui, c'est la chanson It's a Sign, au début de l'épisode 3, en mode jazzy, un peu une chanson qui fait penser à la comédie musicale à l'ancienne, que j'ai trouvé aussi assez dynamique, où on passe d'un espace à l'autre, dans la rue, dans le métro, parmi les gens, etc. Et elle est plutôt rigolote. Je voulais noter aussi à l'épisode 3 la chanson Chapter 2, pendant laquelle Lindsay est en train de s'interroger sur la façon dont elle exploite sa propre histoire d'amour qui est alors en train de naître pour écrire son roman. Musicalement, on va dire que c'est une balade assez classique, mais il y a un jeu de mise en scène relativement intéressant. Enfin, on tente quelque chose parce que, à ce moment-là, les personnages sont en noir et blanc, les vrais personnages entre guillemets en noir et blanc, et Lindsay se mettant en scène en tant qu'écrivain et elle en couleur. Il y a une espèce d'interaction entre les deux mondes. Je dis pas que c'est une séquence parfaite, mais en tout cas, on tente quelque chose à ce moment-là. Autre numéro parmi les bons moments, c'est le numéro de Brian Stokes Mitchell dans l'épisode 4, qui donc il y a un moment, une espèce de vision du personnage masculin dans une ambiance un peu de cirque. J'ai l'impression que c'est une sorte de pastiche de Chicago. Oui, moi aussi, j'ai trouvé que ce numéro, il se démarquait vraiment par rapport aux autres, plus travaillé, plus abouti sur le registre de la parodie, donc il m'a aussi particulièrement plu. Ouais. Mais voilà, souvent, comme on le disait, ça pousse pas assez le côté pastiche, parodie, exercice de style. Et du coup, ça paraît assez brouillon. Par exemple, à l'épisode 6, il y a une chanson de pop de Miguel, je crois que c'est I Am in Love ou quelque chose comme ça, qui fait penser au tube des années 80, Walking on Sunshine. Donc, du coup, on est dans sa tête, avec des danseurs en costume, des plans zénithaux. Là, il est sur une espèce de scène en forme de cœur. Enfin, j'ai l'impression que, là, pour le coup, il y a trop d'idées. Tout est un peu mélangé et c'est dommage qu'on ait un peu perdu dans ce qu'on veut nous dire en fait. Qu'est-ce que nous raconte cette scène véritablement sur le personnage, sur son émotion du moment. Je trouve que c'est pas très très clair. Et à la fin, donc à toute fin du dernier épisode, on a une reprise de tous les numéros musicaux, un peu en mode 11 o'clock number, le numéro 11 o'clock dans Crazy Ex. Mais là encore, c'est pas tout à fait lisible dès le début, qu'on est sur le principe d'une reprise, donc voilà quoi. Bref, vous avez compris l'idée. Je dirais que de manière générale aussi, on n'en a pas trop parlé, mais la façon dont on filme la danse, il n'y a pas vraiment, on va dire, de grands ensembles dansés, même s'il y a quelques moments dansés, notamment d'ailleurs l'épisode dont on parlait qui faisait référence à Chicago. Mais les rares fois où on a quelques couples de danseurs, parce que c'est plutôt d'ailleurs des ensembles qui dansent autour des personnages principaux, ils sont filmés souvent, comme dans les comédies musicales contemporaines, de façon un peu brouillonne, on les voit pas bien danser, c'est jamais filmé dans le plan large, sans coupe, qu'on aime bien depuis la comédie musicale classique, quoi. Celle qui permet vraiment, le plan qui permet vraiment d'apprécier la danse. Donc là encore, on passe un peu à côté.
Et en fait, souvent, en regardant cette série, je me suis dit qu'on se demandait souvent avec Anna si la comédie musicale pouvait exister aujourd'hui sans être méta, sans être une réflexion sur les codes du genre, hein, comme l'est aussi de façon explicite Crazy Ex-Girlfriend. L'exemple de Happy Here semble montrer que c'est pas évident d'être dans une vraie comédie musicale qui reprend les codes du genre sans être parodique ou sans être méta. Mais bon, je persiste à croire que ce n'est pas impossible, mais en tout cas, cet exemple montre que c'est dur à réaliser. C'est vrai qu'on s'est parfois plaint toutes les deux qu'il y ait toujours ce besoin de faire du méta ou du conceptuel pour que la comédie musicale fonctionne, mais force est de constater qu'aujourd'hui, ça donne souvent les meilleures séries en fait, Crazy Ex-Girlfriend, Schmigadoon, même Zoé. Alors c'est un petit peu moins vrai pour le cinéma, qui a moins cette tendance au méta, je trouve. Faudrait peut-être y réfléchir, là c'est un truc qui vraiment me passe par la tête. Mais voilà, je suis d'accord avec toi que c'est absolument pas impossible de faire une série musicale qui ne soit pas méta et qui pour autant soit réussie. Là, c'est pas seulement ça le problème, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à réagir, à nous dire aussi ce que vous en avez pensé, parce que j'imagine qu'on n'était pas les seuls à attendre cette sortie avec impatience. Donc voilà, on est curieuse d'avoir votre opinion sur cette série. Je vous rappelle que notre prochain All That Jazz Cinema Club, c'est le 9 avril à 17h à l'Archipel pour le film Hair. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut!